Salut tout le monde! Bienvenue à notre balado Variété Vérité, une belle initiative du Collège de Rimouski. J'espère que vous allez bien tout le monde. Pour vous mettre un peu en contexte, là, qu'est-ce que c'est ce balado-là? En fait, c'est un balado où on vient vous parler de sujets variés qui vous rejoignent bien sûr avec des invités qui ont un parcours inspirant, qui ont un parcours aussi qui peuvent vous rejoindre et nous rejoindre tous finalement et on va pouvoir aborder quelques variétés et quelques vérités à travers tout ça. On rejoint Émilou, salut! Salut Patricia! À la co-animation, toujours un plaisir de te retrouver. Toujours un plaisir pour moi aussi. Oui. Oui. Aujourd'hui, on a un sujet super intéressant. En fait, on va venir vous parler on avait le goût de vous parler de la solitude, peut-être même de l'isolement, ouais, c'est ça? Je dirais isolement. Exactement. De l'ennui aussi. C'est un sujet qui nous touche, en fait, tous et toutes, de près ou de loin. Puis, on a eu la chance d'avoir de magnifiques invités qui se joignent à nous pour pouvoir aborder cette question-là. En fait, c'est une étudiante et un étudiant de l'Institut maritime. D'abord, Angie Bélanger, salut! Salut! Ça va bien? Ça va très bien. Vous autres, ça va bien? Oui, ça va bien. Super bien. Angie, tu es en mécanique. Exact. À l'Institut maritime, 2e année. 3e année. Troisième. Ouais. Parfait. Merci, excuse-moi. Et on a Pierre-Marc Rousseau aussi. Salut Pierre-Marc. Salut, ça va bien? Ça va très bien toi aussi? Oui. Pierre-Marc en navigation. Oui. Oui. Troisième, deuxième? Troisième aussi, hein, c'est ça, parfait. Oui, ben c'est ça. Puis, en fait, très contente de vous avoir avec nous parce que, on s'entend que l'Institut maritime offre de magnifiques programmes d'études, bien sûr. Et, peut-être que les gens vont se demander pourquoi on vous a accueilli dans cette thématique-là de l'isolement ou de la solitude versus les programmes que vous avez. Mais ça fait quand même partie de la réalité, en fait, des programmes maritime, je vais dire, en fait, là, parfois de quitter en mer pendant certaines périodes. Puis on avait envie de vous en parler, finalement, de votre expérience par rapport à tout ça. Mais d'abord, pourquoi avoir fait des choix de programmes, justement, maritimes comme ceux que vous avez choisis? Ben, je me lance. Dans le fond, moi, c'est vraiment par le bouche à oreille. C'est l'ami d'un ami qui était matelot à la garde côtière, qui l'est toujours, d'ailleurs. OK. Et puis, dans le fond, je parlais avec cet ami en commun-là. Je dis, imagine travailler sur un bateau, ça fait rêver, tu sais. Puis il me dit, ouais, ben il y a des emplois vraiment sur les bateaux, ça existe. Donc, il m'a expliqué un peu comme, il y a vraiment beaucoup de certifications à aller chercher pour travailler en mer, parce que c'est loin, tout ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé mon parcours là-dedans. Pour moi, c'est une réorientation. Là. J'étais inscrite à l'université à ce moment-là, puis j'ai réalisé que finalement, les débouchés dans mon programme, ça me tentait moins. Donc, c'est ça, j'ai pivoté, puis je suis allée dans le domaine maritime. Hey. C'est chouette. Ouais. Ben, moi, pour ma part, je suis sorti du secondaire. Moi, ce qui m'intéressait tout d'abord, c'est qu'avant d'arriver et de penser à l'Institut maritime, moi, je souhaitais aller travailler dans le Nord. Je voulais avoir une tâche qui était à l'extérieur de chez moi. Je voulais pas nécessairement revenir chez moi tous les soirs. Fait que moi, j'ai appris de l'Institut maritime, comme elle, du bouche à oreille. Puis en même temps, le programme de navigation, ce qui m'intéressait énormément, c'est qu'il y avait le mélange entre le travail physique et le travail intellectuel. Fait que c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller en navigation, là. OK, certainement. Puis là, fait qu'il n'y a personne dans le domaine, dans votre famille, ou c'est vraiment des amis ou l'entourage comme ça qui vous a attiré à travers tout ça. Puis, petite question, là, justement, pour rattacher notre sujet, on parlait, comme je disais, d'isolement ou justement de solitude, parce que vous êtes appelé à travers votre futur métier, votre future profession, vous l'avez fait en stage aussi, à quitter quand même certaines... Les membres de votre famille, les proches. C'est ça, mais partir des bonnes périodes quand même, là, ça ressemble à quoi, là, les départs, par exemple, ça doit être variable peut-être d'une compagnie à l'autre? Ou, Ben, je te dirais principalement, il y a une grosse différence entre les compagnies canadiennes et les compagnies internationales. Je te dirais que principalement, les compagnies canadiennes, c'est 28 jours de travail pour 28 jours de repos. Sinon, pour les compagnies internationales, c'est plus 9 mois de travail pour 3 mois de repos. Donc, il y a vraiment beaucoup de différences. Mais présentement, on peut plus donner nos avis sur les stages, qu'on part en général une session complète. Au lieu, on est exempté des cours, on part en mer et on revient pour la prochaine session. OK. Puis là, c'est ce que vous avez vécu là, jusqu'à maintenant, là. Exact. Dans notre parcours, ça varie surtout de personne en personne. Là. C'est pas tout le monde qui a exactement le même parcours au final, mais ce qui est prévu, c'est après la première année de cours, il y a un stage d'été de 2 mois.
Donc là, c'est là que tu vis vraiment ton premier éloignement en tant que marin. Mhm. Puis je dirais aussi que c'est plus long que la moyenne des marins canadiens, ce qu'ils vont vivre, parce que justement, c'est beaucoup de un mois ou 6 semaines. Fait que déjà, de partir 2 mois, c'est un bon test de la compatibilité de l'horaire avec ta personnalité. Puis le deuxième stage est prévu au 2e printemps de tout ton parcours scolaire. Puis celui-là, c'est 4 ou 5 mois environ. Donc là, ça devient un défi un peu mental aussi de rester si longtemps dans ta cabine de bateau. Là, on pourra en parler plus en profondeur. Mais... Directement le double. Fait que vous sautez de 2 mois à 4 à 5 mois tout après. OK, quand même, ouais, c'est vraiment... c'est quand même impressionnant. Puis je me demandais, est-ce que vous devez vous souvenir quand même assez bien, là? Je veux dire, dépendamment, là, mais de ces 2 mois-là, ça doit être assez marquant. Puis est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a marqué? Avez-vous un souvenir précis en tête? Ben, mon parcours, moi, j'avais été... je travaille comme... Ben, je veux être mécanicienne de bateau, puis il y a aussi des assistantes mécaniciennes sur les bateaux. Puis avant de m'inscrire à l'IMQ, j'avais été assistante mécanicienne 1 an à la garde côtière. Okay. Donc, mon premier navire, c'était avant l'IMQ, mais... puis en plus, c'était la saison de l'Arctique. Là, dans le Nord, ils vont déglacer pour les bateaux de cargo. Donc là, l'éloignement, c'était vraiment... Ben, je me souviens que je faisais mon sac puis je savais pas quoi amener parce que tu dis je pars un mois dans l'Arctique, tu sais qu'est-ce que j'amène? Comment on prépare ça, c'est ça. Puis c'est con, mais la chose qui m'a marquée puis que je dis à mes amis maintenant, c'est apporte plus de bois puis de bobettes que tu penses avoir besoin. Apporte plus de sous-vêtements parce que tu sais si tu apportes cette option, c'est tu fais ton lavage à chaque demi-semaine là, quasiment. Donc c'est ça. Ça va vite. C'est un petit détail que tu le sais pas jusqu'à temps que tu l'aies vécu. Tu n'as pas le goût de faire ton lavage aussi fréquemment que ça. Fait que tu apportes des extras. Les essentiels. Quand même marquant, c'est ça, de ton côté? Ben moi, je te dirais l'expérience la plus marquante quand tu pars pour un premier stage, c'est quand tes parents, ou tu sais, moi je sors du secondaire, fait que quand tes parents viennent te porter à l'aéroport puis ils disent on se revoit dans 2-3 mois. Ça, c'est... Puis tu vois souvent mais tes parents pleurent devant toi, puis c'est vraiment dur. Puis pour eux, comme pour toi, c'est difficile de partir en Europe, au Mexique, pour aller en mer, puis vivre ton rêve. Là. Ah oui, vraiment. Puis remarque, j'imagine dans ton cas aussi, tes parents, c'est comme « Ah, mon fils, il est rendu vieux. » Tu sais, il est rendu un homme ou un adulte de comme il va faire voler de ses propres ailes. Là. Ça doit être assez marquant de laisser partir ton enfant comme ça. C'est de franchir quelque chose. Puis dans chacun de vos stages, parce que je sais que vous avez tous les deux vécu des stages différents quand même, parce que vous n'étudiez pas dans les mêmes domaines, mais je me demandais, est-ce qu'il y avait des gens de vos âges avec vous sur les bateaux? Est-ce qu'il y avait aviez-vous comme des amis? Oui, bien c'est varié pas mal. Moi, j'ai 28 ans maintenant. Fait que c'est même que ça fait des situations un peu drôles. Il y a des mécaniciens qui sont vraiment mes supérieurs de beaucoup qui ont à peu près le même âge. Là. Donc là, c'est une autre relation à naviguer. Tu peux être sympathique, friendly, comme on dit, avec eux. Mais finalement, ça reste ton supérieur. Donc, il faut quand même gérer cette relation-là. Puis des fois, il y a d'autres... les stagiaires, on appelle les cadets, là, dans nos termes maritimes. Puis souvent, il y a d'autres cadets à bord, soit de l'IMQ ou d'autres écoles. Puis même, des fois, il y a d'autres postes à bord qui sont relativement jeunes aussi. Là. On peut croiser des matelots assez jeunes, mais la moyenne d'âge est quand même élevée parce que c'est un domaine où il y a une grosse vague de retraite là, qui s'en viennent. Alors, la moyenne est quand même assez haute. Je sais pas ton expérience. Moi, je dirais, je suis parti à 19 ans. Puis il y en avait un qui était comme moi, qui était un simple matelot, qui avait 18 ans. Lui, c'était la première fois qu'il partait en mer, lui aussi. Mais sinon, ça allait 35-36 ans. Là. On était les deux jeunes, puis après ça, c'était une veille beaucoup plus âgée que nous. Là. OK. Puis là, en fait, tous les corps de métier se retrouvent sur un bateau. Donc, j'imagine que... Mais vous avez quand même probablement une proximité qui est plus là avec ceux et celles qui sont vraiment dans votre champ, là, ou dans votre champ d'études, par exemple, là, en mécanique, par exemple, ou en navigation sur un bateau. Est-ce que vous vous croisez souvent? Ou? Ben, je vous dirais qu'un navire, en général, ça fait 20 mètres par 130 mètres, donc c'est facile à revoir tout le monde. Oui, c'est ça. Donc, pour le meilleur et pour le pire, des fois. C'est ça. Mais plus souvent, on est beaucoup plus connecté avec ton département. Sur un navire, il y a 3 départements. Donc, le département de navigation, le département de mécanique et le département de l'hôtellerie. OK, Donc, l'hôtellerie qui s'occupe de la nourriture et de tout. Le département de navigation, c'est matelots, les officiers de navigation, et les mécaniciens, c'est les assistants mécaniciens et les mécaniciens. Donc, tu vois plus souvent le monde de ton département, mais au final, à midi, quand tu vas dîner, tu vois tout le monde. Là. OK.
Oui, c'est ça. Donc, tu te côtoies un peu plus. Tu fais ton social dans une journée assez rapidement. Là. Ouais. C'est ça. Oui. Puis il y a des hiérarchies très marquées, là. C'est emprunté à l'armée aussi, puis tout ça. Donc, il y a vraiment des grades. En navigation mécanique, ça va être, disons, 3e mécanicien, 2e mécanicien, chef mécanicien, par exemple. Donc, il y a vraiment... Tout le monde est subordonné à quelqu'un d'autre aussi, là. Donc, il y a ça. Mais comme Pierre-Marc dit, sur l'heure du midi, ben, tu vas t'asseoir avec tout le monde, puis tu parles avec... telle personne, comme, tu redeviens un peu toi-même sans le grade, mais il faut comme switcher souvent grade, pas grade, ou, garder ça en arrière-plan tout le temps. Oui, ça doit quand même être, de changer, pas de personnalité, là, mais de changer de manière d'agir avec les différentes personnes que tu croises assez rapidement comme ça, là. Avec la fatigue aussi, ça doit... Il y a une adaptation, c'est sûr, puis c'est pas tout le monde qui... Tu sais, il y en a, ils vont avoir un certain grade, mais ils vont pas nécessairement demander... pas plus de respect, mais de vous voyer, où il y en a pour qui ça va être très important. Tu m'adresses, moi je suis capitaine, tu m'appelles capitaine. Tu m'appelles pas, disons, Pierre-Marc. Ça, c'est la première semaine, tu gages tout le monde, puis tu vois un peu... c'est ça, découvrir les personnalités aussi des gens. Puis d'ailleurs, personnalité, est-ce que vous avez... Est-ce que vous aviez découvert des traits de personnalité particuliers que vous ne saviez pas que vous aviez, par exemple, avant, ou parce qu'on s'entend que des fois, être un peu plus isolé ou même de vivre dans un lieu restreint en groupe, des fois, ça nous permet de découvrir certains traits de personnalité qu'on ne savait pas qu'on avait ou... Ben, tu sais, moi, je dirais principalement que moi, je suis une personne qui parle vraiment pas beaucoup normalement. Tu sais, à l'école, je suis quelqu'un qui va faire ses choses puis qui va rester dans son coin en silence. Quand je suis sur un navire, c'est pas mal le contraire. Je parle avec le monde, je vais avoir du plaisir. Puis, je me suis vraiment découvert un côté social. OK. Puis, est-ce que tu sais c'est attribué par quoi? Est-ce que c'est... Ben, je pense que c'est vraiment la proximité avec l'équipage. OK. Un moment donné, tu connais tout le monde. Tu connais, lui, il met du ketchup sur tout. Lui, tout le monde a ses particularités. Tout le monde, lui, il écoute le basket chaque game, peu importe l'équipe. Fait que tout le monde, il a leur petite particularité de personnalité. Là. Ça crée une proximité, veux pas, t'es tout le temps ensemble. Oui, c'est ça. Oui. Avez-vous fait des rencontres, je suis vraiment pris sur le marquant, là, mais avez-vous fait des rencontres quand même marquantes, là, dont vous vous souvenez, ou des gens que vous avez rencontrés sur le navire avec qui vous avez encore des contacts quand même fréquents aujourd'hui? Pour moi, je dirais oui. Puis c'est souvent d'autres femmes aussi à bord parce qu'on n'est pas très nombreuses. Là, donc, c'est sûr qu'il y a comme une solidarité qui se crée encore plus parce que oui, non seulement tu es dans la même équipe à résoudre les mêmes problèmes ensemble, mais en plus, tu as comme un parcours pas nécessairement similaire, mais tu te rejoins sur plusieurs points puis tu veux aider l'autre à avancer ou peu importe. Là, donc, j'ai beaucoup d'amis maintenant que j'ai connus sur les bateaux. Là. J'avais pas réfléchi à ça aussi, mais la question de la présence féminine aussi sur les bateaux, là, qui va quand même être... j'y avais pas pensé, mais... Si je lance un chiffre rapidement, je pense que c'est moins de 10% là, dans l'industrie. Là. C'est moins que ce que je pensais. Ça serait intéressant d'étudier ça aussi. Oui, de ton côté? Ben, moi, je dirais pour ma part, avec vu que j'ai été avec un équipage 100% indien, j'ai eu de la difficulté à m'apprivoiser un peu à leur culture, mais avec mon 3e officier, juste avant le podcast, on s'est parlé, puis il m'a d'ailleurs invité à son mariage. OK, wow! OK, proximité. Oui, ben c'est ça. On a été ensemble pendant très longtemps, puis à tel point qu'il m'invite à son mariage. Wow! Ça crée des liens solides. Hein? Puis en fait, justement, d'avoir cette proximité-là avec les gens, est-ce que ça peut accentuer, selon vous autres, justement, le sentiment des fois de se sentir seul ou l'ennui? Parce que ça nous est déjà tous et toutes arrivé de s'ennuyer ou d'être un peu plus isolé ou d'avoir nos moments de solitude, mais quand, des fois, on embarque sur un bateau où on quitte, où on s'en va, on prend première fois un appartement ou bref, on a déjà vécu ce sentiment-là, mais quand tout le monde s'ennuie, par exemple, ou est-ce que ça peut changer votre perception? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de la solitude ou de l'isolement ou vous vous ennuyez encore plus parce que c'est contagieux, par exemple? Ou, Mais dis-toi que si quelqu'un sur un navire s'ennuie, le monde le sait. Ouais, sur un navire, tout se sait. Donc, s'il y a quelqu'un qui a plus de difficultés à se joindre à un groupe ou quelque chose de genre, l'équipage, en général, va venir te chercher puis viens avec nous, viens jouer aux cartes. J'ai appris aux cartes, je savais aucunement comment jouer. Puis, l'équipage va être là puis ils veulent te faire passer un bon moment parce que eux autres aussi, là, ils sont loin de leur famille puis eux autres aussi, ils veulent passer un bon moment. Fait en général, la solitude, à bord, t'auras pas ça. Là.
prendre soin des autres. Hein? Est-ce que tu l'as senti aussi? Oui, bien, moi, je dirais que j'ai remarqué aussi un pattern. Tu sais, au début, tout le monde est reposé, arrive de la maison, ils ont comme rempli l'aspect près de ma famille, près de mes proches. Tu sais, ce vase-là, il est plein, puis comme plus le temps en mer avance, plus ce vase-là, il se vide, puis des fois, tu pognes un creux aussi, tu sens que je sais qu'à la garde côtière, on disait là, un peu le syndrome de la 3e semaine. Là, tu pars après 4 semaines. Puis la 3e semaine est plus dure parce que le monde, ils savent que la fin arrive. Fait que t'es comme un peu distant de ton travail ou un peu... T'es déjà chez toi dans ta tête. La fatigue physique embarque, mais il te reste quand même un bout à faire. Puis là, c'est là que ça devient... Il faut composer avec tout ça. Rester présent, trouver des façons. Si ta batterie est à plat... Moi, je le sens aussi des fois, tu sais... quand même social à bord, puis s'il y a des soirées cartes, tout ça, j'aime ça y aller pour participer, mais il y a des moments où tout le monde me tente, puis je suis comme, là, je pense que j'ai saturé faut retourner dans sa bulle, parce que sinon, t'auras pas vraiment de temps seul, vu que c'est tellement en proximité avec tout le monde. Là. Oui, c'est ça. Puis c'est comme l'acclimatation sociale aussi à chaque expédition. Vous devez pas être avec les mêmes personnes tout le temps. Exact. Du tout. Fait que c'est de se faire au groupe aussi, d'apprendre à connaître tout le monde. Tu sais, c'est une certaine période d'adaptation. Oui, tous les navires, ils ont des dynamiques. Là. Puis même, des fois, il y a certains membres d'équipage qui ressortent du lot. Puis on peut dire des fois, souvent les chefs mécaniciens, les capitaines, puisqu'ils ont tellement d'impact sur le quotidien, mais... Il y en a des fois, c'est tel capitaine y arrive, youpi, ça va être le fun. Ou des fois, tel capitaine y arrive, ouf, tu sens que déjà là, le monde y appréhende. Fait que ça joue tout ça. Ça, je confirme. C'est ça. C'est ça. Quand c'est proche comme ça, là, je comprends. Qu'est-ce que ça vous prend? Est-ce qu'il y a une préparation qui est faite, là, justement? Oui, vous avez beaucoup de formations techniques, beaucoup de formations de votre programme, là, qui est très, très varié, en fait, là. Mais à se préparer, justement, au départ, y a-tu des choses? Est-ce qu'on vous enseigne, par exemple, des rudiments de bien vivre avec, justement, l'isolement? Ou y a-tu des choses... pour protéger sa santé mentale aussi à travers ça et tout ça? Moi, je dirais que le seul conseil que j'ai eu avant de partir, c'est dors beaucoup. Parce que lorsque tu vas arriver à bord... Ça bouge, ça arrête pas. Ça arrête pas. Mais sinon, non, des conseils de bien vivre, je vous dirais qu'avec les règlements qu'il y a à l'Institut maritime du Québec, donc il y a beaucoup de règlements de vie qui sont beaucoup plus poussés qu'au cégep, qu'ils demandent d'instaurer. Puis quand tu arrives à bord et que tu vois que les règlements de l'Institut sont plus stricts qu'à bord, c'est beaucoup plus facile. Là. OK. Puis comme quoi, par exemple, quand tu parles de règlement ou de... dans le savoir-vivre, j'imagine, savoir-être et tout ça? Juste plus dans la réglementation. Dans le savoir-vivre, on pourrait dire ça comme ça. Arriver à l'heure, ça, c'est quelque chose d'obligatoire à l'Institut maritime. Tu arrives, exemple, tu as un cours à 8h, à 8h01, tu ne rentres pas. Ça, c'est... ça te prépare, c'est ça. Parce que si le navire part pour 8h, à 8h01, il est parti. Tu ne peux pas embarquer. C'est clair. C'est clair. Tu restes OK, de faire c'est demi-tour. Là. Non, c'est ça, je comprends. Ou sinon, il y a juste tout le port des couvre-chefs ou que c'est totalement interdit en classe. Pas parce que c'est... le professeur veut pas que tu triches ou quelque chose du genre, mais c'est surtout une certaine forme de respect quand tu arrives pour le professeur. Donc, aussi le port de manteau, quand tu arrives à la timonerie, lorsque tu navigues, tu n'as pas de manteau. Tu arrives habillé propre. Tu arrives pas nécessairement chic, mais tu arrives pour travailler. Donc, tu vas à l'Institut maritime comme tu devrais aller travailler. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a des règles liées au professionnalisme qui sont quand même très, très implantées, là, de ce que je comprends. Ouais. J'avoue qu'en mécanique, on est moins regardant, mais tu sais aussi, comme dans le domaine, nous, on va être couvert d'huile parce qu'on travaille, tout ça. Fait que, tu sais, il y a des petites choses de bienséance qui prennent un peu le bord, même des fois... Bon, tu vois ton collègue mange son sandwich et les doigts tout noirs, là, mais c'est son problème. De la réalité, c'est ça. Mais c'est ça, on est moins à cheval là-dessus parce qu'on se dit, si tu connais pas, tu sais, tu es là pour apprendre à l'école, puis à la fin de la journée, si tu n'as pas absorbé les connaissances, ça va paraître dans le travail que tu fais, puisque c'est tellement... Tu sais, si tu n'es pas capable de le réparer, tel système, ben ça paraît que tu sais pas ce que tu fais. C'est quand même que... Fait qu'on... si tu n'écoutes pas, mais c'est toi qui vas avoir l'air... de ne pas être sérieux. Là. La bienséance, ça passe un peu là-dedans pour les mécaniciens, mettons. Bonne préparation, hein? Vraiment. Mais pour répondre aussi, c'est vrai que le volet psychologie puis de se préparer, c'est plus dans le bouche à oreille que ça se passe parce que l'IMQ, la dynamique, il y a beaucoup de monde qui vient de l'extérieur de Rimouski ou en tout cas, il y en a quelques-uns de Rimouski, mais finalement, c'est que tout le monde est un peu déraciné quand il arrive là, donc on se crée des amitiés assez rapidement dans nos cohortes. Ça, c'est vraiment le fun.
Puis ça nous aide à passer à travers le 4 ans d'études là, que ça représente, mais aussi ça nous permet de garder comme une histoire vivante de tu sais, partager les trucs, partager les récits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Donc ça aide. Mais fait que l'école, il nous prépare moins psychologiquement, même si je vois dans les 3 dernières années, il y a quand même de l'amélioration. Puis il essaie d'ajouter. On a beaucoup de rencontres de stage avant de partir, qui nous donnent, par exemple, une liste d'exemples de quoi apporter, ou, tu sais, qui nous préparent les dynamiques à bord bon, soyez vaillants, sinon, c'est sûr qu'ils vont peut-être moins vous aimer si vous bougonnez à passer le balai. Ils vous donneront pas de responsabilité plus grande. C'est un peu comme ça partout dans tous les domaines. Là, mais des fois, il faut que ça soit explicité. Oui, puis, mais c'est ça. Je vois qu'il y a un... Voyons comment dire... il essaye, tu sais, il y a une bonne volonté, mais on n'est pas tout à fait là, dans le préparatif psychologique. Là. Mais vous le vivez entre vous quand même. Oui, c'est ça, quelque part. On vient combler ce creux-là, finalement. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Puis entre vous, je veux dire, quand quelqu'un doit moins bien aller ou que la solitude se fait plus sentir, vous devez, entre vous, aller vous chercher les ressources. Mais c'est ça. Par intermédiaire c'est ça, quand on part en stage, je sais pas, nous, avec Exami, on a par exemple une conversation sur Messenger, puis là, on se partage nos bons coups à bord aussi, j'imagine que pour toi, c'est similaire de... Tu sais, t'es tout en train de vivre ton stage, fait que tu t'écris « Hey, aujourd'hui, là, tabarouette, c'est pas tant le fun », ou bien « Ah, enfin, ils m'ont fait confiance, j'ai une responsabilité », puis là, tu vis les succès aussi de tes amis, tes collègues de classe, ça aide à... ça remonte le moral un peu, puis tu te sens moins isolé parce qu'il y a tellement d'autres mondes qui le vivent en même temps, même s'ils ne sont pas là physiquement. Mais pour notre part, nous autres, on a un groupe entier avec toute la cohorte. Fait que aussi, ce qui est le fun, c'est que quand tu es en stage puis que tu vois le navire, peu importe lequel navire, puis qu'il y a un de tes amis qui est dessus, puis tu y envoies une petite photo. Puis c'est ça. Tu sors, tu vas le voir, puis, ou tu es taqué, puis tu vois un de tes amis, on va aller prendre une bière ou peu importe. C'est ça. On voit que la création des liens, c'est quelque chose de vraiment super important dans tout ça. Là, J'ai un souvenir de... Tu sais, j'étais en train de dîner, mon ami me texte « Hey, je vois ton bateau, non, moi, je suis sur bâbord. » Puis là, je sors dehors en plein hiver, puis on se crie « Hey! » Tu sais, on se crie de bateau à bateau parce qu'on est en train de se croiser. Fait que c'est sûr que c'est un beau moment, ça. Tu parles d'envoyer un texte ou d'appeler ou dans le fond, les communications, est-ce que c'est comme toujours accessible pour rejoindre vos proches? Ou? C'est plus difficile, je te dirais, vu qu'on est en mer, il n'y a pas nécessairement le LTE ou le 5G, puis t'es pas illimité. Cependant, la compagnie, elle va souvent te permettre l'accès à une certaine quantité de données. Et ce qui va dépendre des compagnies. Moi, pour ma part, c'est 7 gigs par semaine. Fait que t'as pas souvent le temps de scroller sur les réseaux sociaux. Non, c'est ça, YouTube, c'est ça. Et puis, d'être des fois un peu reculé de tout cet environnement-là, est-ce que c'est un plus-value ou pas toujours, selon vous autres? Ben, moi, je dirais que tu n'as pas vraiment le temps de regarder ça quand tu travailles à bord. Quand tu aimes ta job, tu travailles. Oui, c'est ça. Moi, j'avais pas vraiment le temps de regarder ça. Là. Moi, j'avais quasiment un horaire pour appeler ma famille. Là. Tu sais, je disais le lundi, c'est mamie, mardi, c'est mon père. C'est bon. De se créer une routine, ça doit passer plus vite aussi. Ma prochaine question, c'était par rapport à la routine, mais dépendamment du navire sur lequel vous travaillez, vous devez avoir des routines très précise. Vous levez à telle heure, commencez à travailler à telle heure, blablabla, tout ça. Qui fait en sorte que le temps de communication, par exemple, est moins disponible. Exact. Là, souvent, on a ce qu'on appelle des quarts de travail. Par exemple, tu vas faire peut-être un 8 heures ou jusqu'à 12 heures dans ta journée, mettons. Mais on dit la 4-8, par exemple. Fait que moi, mon quart de travail, ça serait de 4 à 8 heures le matin et de 4 à 8 le soir. Donc, entre les deux, j'ai 2 blocs de 8 heures que c'est mon temps libre. Parce que le bateau, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il faut que 24 sur 24, la salle des machines soit occupée et la timonerie soit occupée, ce qui est le centre de pilotage du bateau, là. Poste de contrôle. Mais donc, ça fait... Des fois, tu es hacké, puis là, tout le monde tombe ce qu'on appelle de jour. Là, donc, tu fais 8 à 5. Là, ça bouge plus. Tout le monde est actif en même temps. Mais quand tu es sur les quarts de travail ou les watch, là, qu'on dit, là, ben, c'est sûr que toi, ta relève, elle arrive. OK, tu parles un 15 minutes, qu'est-ce qui se passe, les opérations, puis la personne, elle va se coucher souvent. Donc, là, ça tombe un peu tranquille.
Mais c'est vrai qu'on se fait des routines. Là. Souvent, il y a un gym à bord, par exemple. Il y en a qui aiment ça avant ou après la watch et aller au gym. Ou c'est ça. Moi, j'aime ça. Je descends, je me fais mon petit café, j'apporte ça. On a toutes nos petites affaires. Il y a des collations là, que je mange jamais chez nous, puis sur le bateau, j'en mange 2-3 par jour. Il y a comme vraiment de quoi tu deviens un peu... Tu développes tes habitudes, les routines, les affaires comme ça. C'est quoi une de tes collations préférées, admettons, de bateau? Des pommes. J'en mange tellement, puis des œufs à coque. Mais chez nous, je sais pas d'œufs à coque prêts, là, tu sais. Puis j'achète pas tant de pommes. J'y passe pas, le sac, il passe pas chez nous, mais sur le bateau, c'est comme, ça se prend bien. Présent, c'est ça. Ouais, puis selon la routine, par rapport au travail de nuit, est-ce que c'est quelque chose que t'aimes plus, admettons, pour profiter de la journée, du soleil, tout ça après, ou c'est plutôt neutre, ça dépend? Moi, ça, c'est une opinion pas populaire, là, mais moi, j'aime bien la watch qu'on appelle la 12-4, donc de midi à 4 heures, puis de minuit à 4 heures du matin. Parce que moi, si je suis éveillée après 10 heures, on dirait que je pogne un regain d'énergie, puis finalement, je m'endors pas. Puis la salle des machines aussi, il y a plein de néons, là, fait qu'un coup que t'es là à minuit ou à midi, ça a le même aspect, là. Tandis que la timonerie, par exemple, la nuit, c'est plongé dans le noir. Fait que je pense que cette watch-là est plus difficile. Je dirais que... de ton côté? Moi, personnellement, c'est le corps de la 4-8 parce que le gros avantage de la watch de la 4-8, c'est que tu as la possibilité d'avoir le lever puis le coucher de soleil. Vu que nous, on a des belles vitres, on peut regarder dehors. Oui! C'est prélancé. C'est ça. En même temps, pendant le lever du soleil, tu prends tes petits relèvements, tu sais... Tranquillou. Ton logbook, t'écris tes données, puis c'est comme... Il doit y avoir des belles images enregistrées, certainement, à travers tout ça, je comprends. Hey, j'aurais le goût qu'on puisse poser une question, si vous avez envie, variété, vérité, comme dans notre super concept de l'émission, il y a des questions qui sont cachées derrière, mais on vous invite bien sûr à piger soit une vérité ou une variété. Oui, puis juste pour réexpliquer le concept variété-vérité. Variété, ça va être des questions plus à terme général, puis vérité, ça va peut-être être un petit peu plus en profondeur, en fait, plus personnel. Vas-y, Pierre-Marc, je te fais confiance. Vérité, je vais te la lire. C'est vous êtes les invités. Donc, quelle est votre perception personnelle de la solitude? Est-ce que c'est plus, entre guillemets, une contrainte ou une opportunité? Intéressant. Je la dépose. Une contrainte ou une opportunité? Oui, tu sais, des fois, on peut se sentir seul, mais on n'est pas vraiment isolé. Puis des fois, on peut être isolé, mais on ne se sent pas seul non plus. Tu sais, comme sur les bateaux, on disait, soit la dynamique de groupe, tu es isolé, mais tu ne te sens pas seul. Tu as trouvé aussi 2-3 personnes avec qui tu t'entends bien. Versus, je peux être à l'école, puis des fois, on dirait que ça connecte pas trop avec les gens autour, puis je me sens isolée, mais je suis pas seule. Donc, il y a vraiment un contraste. Ça se passe beaucoup dans la tête, je trouve. C'est vraiment ton état d'esprit. Puis des fois, on n'est pas tout à fait aux aguets de ça, puis on broie du noir un peu ou quelque chose comme ça, mais finalement, c'est... Ouais. Puis là, donc, contrainte... excuse-moi, là, je voulais juste voir... donc, contrainte, moi, pour toi, contrainte, opportunité. C'est ça, c'est que ça... En général, disons. Je pense que ce qui me plaît des bateaux aussi, c'est que je suis capable de m'occuper toute seule, faire mes affaires. Donc, c'est ça. J'ai vraiment les deux. Donc, les deux. J'ai pas de définitif, c'est un spectrum, tu sais. Des fois, c'est une opportunité de se reposer, se ressourcer, recharger les batteries. Puis des fois, c'est une contrainte... parce que des fois, c'est une contrainte parce que tu voudrais pas être seul, isolé, mais là, t'es seul, isolé. Ça fait pas. Oui, c'est ça. Puis toi? Moi, je dirais que si sur un navire, tu considères ça comme la solitude, moi, je considère ça comme une opportunité, une grande opportunité d'apprentissage parce que sur un navire, tu n'as jamais terminé d'apprendre. Par exemple, vu que tu es en développement encore comme cadet ou comme 3e officier, tu as encore la chance d'aller apprendre. Tu te dis, tu es tout seul, tu as 8 heures... que tu travailles pas, je vais aller apprendre c'est quoi le manuel d'instruction de notre radeau de sauvetage. C'est vraiment une opportunité, tu as le temps d'apprendre. Oui, c'est ça. Ça te donne envie d'aller chercher de l'information ou de faire d'autres choses qui vont je ferai un parallèle aussi avec les réseaux sociaux, là, ces temps-ci. En tout cas, moi, j'essaie d'être consciente de notre attention. C'est un peu ça, la marchandise, la commodité qu'on échange avec les réseaux sociaux quand on consomme ça, c'est notre attention aussi qui est utilisée. Puis, ces temps-ci, j'essaie de monitorer à quel point j'utilise les réseaux sociaux, quelle place ça prend dans ma vie. Puis, il y en a qui sont un peu
ces expériences-là qui disent, tu sais, on peut se laisser le temps de s'emmerder, tu sais. C'est correct de s'emmerder, être bored, parce que c'est là que ta créativité peut venir. C'est là que, tu vas faire le projet que tu as. J'ai pas accroché mes cadres, ça fait 6 mois, tu sais, c'est le temps de le faire. Ou justement, sur le bateau, mais il y a un armoire, là, c'est tout le temps le bordel. Ben là, tu sais, tu as 1 heure à rien faire, je vais faire le ménage, puis finalement, ça améliore ta condition, tu sais. Petit croche à mes parents qui vont sûrement écouter cet épisode, qui disent toujours ça. Mais pour les citer, l'ennui est le début de la créativité. Merci, papa, maman. Oui, voilà. Sagesse. Mais c'est effectivement sagesse. Je vais la retenir, celle-là. C'est bon, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est le fait d'être plongé un peu dans le pas savoir quoi faire, parce que souvent, en tout cas, le pattern qu'on voit revenir, c'est quand on s'ennuie, tu sais, ce qui est facile de faire exactement dans les files d'attente, on sort son téléphone. Quand il y a tout le temps 2 minutes, c'est comme rendu un peu gênant d'être tout seul avec soi puis d'attendre de rien faire, alors que, je veux dire, il y a peu de temps, c'était complètement normal, là. Puis là, c'est... Fait que de juste être plongé dans le rien faire, ça peut faire ressurgir des trucs, puis justement, des volontés d'aller plus loin, d'apprendre plus de trucs. J'ai des proches, des fois, ils se ramassent sur une app, ils savent même pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec leur téléphone. C'est juste, je suis en train de scroller sur Facebook ou peu importe, Instagram, TikTok, c'est comme... mais c'est tellement construit comme ça. C'est construit pour être addictif, attirer ton attention là-dessus, puis te faire rester le plus longtemps possible. C'est pas un addon que ça nous captive autant. Non, c'est tout pensé. C'est fait pour ça, c'est ça. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que oui, là, ça fait partie de la réalité des métiers que vous choisissez dans la vie. Ça fait aussi partie de la réalité de tout le monde qui nous écoute, en fait, d'avoir ces moments-là où, bon, des fois, je m'ennuie, je suis éloignée. Je pense justement à nos étudiants qui arrivent ici, première fois qui quittent le nid aussi, ou je pense à nos étudiants de l'international aussi, ou bref, où justement, c'est des stratégies, des fois, qu'on peut adopter de s'ouvrir vers d'autres choses, de la curiosité aussi, d'apprendre des nouvelles choses quand on est en moment libre ou de faire de l'introspection, là. Fait que je trouve que c'est une belle porte d'entrée, finalement, là, de la manière que vous apportez ça. Vraiment. J'ai un autre truc aussi qui me vient, c'est de ma bonne amie Camille, là, mais elle, sur les bateaux aussi, elle est à l'Institut maritime. Puis je pense que ça s'applique à, tu sais, comme quelqu'un étudiant international, peu importe, c'est de rendre ton environnement confortable aussi. Tu sais, ta cabine, ça devient un peu ton chez-toi. Puis des fois, c'est des murs beiges, du plancher tout graffiné, puis c'est comme, tu sais, ça sent le vieux cargo diesel parce que c'est ça que le bateau il transporte. Mais peut-être de t'amener une petite lampe ou de, tu sais, faire rendre ça propre, mettre une couverture sur ton sofa ou des petites affaires pour rendre ça ton chez-toi. Puis quand tu fermes la porte, tu sens que tu as ton espace à toi, tu sais. Il y a un parallèle à faire avec les résidences ou, tu sais, ta chambre en colocation, peu importe, ton espace de travail, c'est comme... Si tu te l'appropries, ça vient alimenter justement ton sentiment de chez toi qui est si important. D'amener des trucs de chez toi aussi, juste pour te garder dans cet esprit-là, te sécuriser. Il y en a qui vont décorer un peu leur cabine à bord ou amener, des fois, une petite affaire. Tout est aimanté, là, fait que tu as une coupe d'aimants, tu peux mettre des images, des affaires sur les murs. Ça c'est cool. Ouais. Avez-vous un incontournable, vous autres? Que vous apportez en cabine ou Pierre-Marc, de ton côté, as-tu un... Moi, ce que je te dirais pas vraiment. Je te dirais que moi, mon classique, c'est d'amener mon ordinateur ou, amener quelque chose à faire. Là. Parce que, parfois, on dit, oui, la solitude, c'est bon, mais, se détendre aussi, c'est... Effectivement. Oui. Après des grosses journées aussi. Moi, j'avoue que j'aime ça, avoir un mix de différentes options. Disons, j'aime ça dessiner, mais j'apporte un peu de matériel. J'aime ça lire, je vais apporter un livre, tu sais. J'ai mon ordi, j'ai une couple de films de télécharger ou une grosse série que, bon, tu sais, si je suis fatiguée puis je veux juste m'écraser, au moins, ça me fait un petit quelque chose, un échappatoire, des choses comme ça, là, des jeux. J'aime ça jouer sur l'ordi ou sur la Switch, par exemple, fait que j'apporte ça. Puis, j'ai des amis, ils ont emmené 3 livres, ils n'en ont pas lu un. Puis là, le voyage d'après, ils ont emmené un tout petit livre, il l'a lu en 2 jours, il est comme « shit! » J'ai plus de livres. Fait que ça va vraiment par vague aussi, ton envie, puis l'équipage. Tu veux pas, s'il y a tout le temps des soirées poker, écouter le hockey, tout ça, t'es moins porté à aller sur ton ordi, mais des fois, le monde, ils retournent dans leur cabine, appeler leurs proches eux aussi, puis là, finalement, ça devient désert après souper, puis là, t'es bon, le petit livre, il est le fun dans ce temps-là. Juste refaire un petit croche par rapport aux réseaux sociaux, parce que je trouve que en tout cas, ma perception de comment j'ai amené, ça peut sonner un peu moralisateur, mais oui, ça peut être une belle manière juste de relaxer, puis de juste comme aussi mettre son cerveau à off, de prendre le temps de faire d'autres choses. Puis, c'est ça, c'était pas faites pas ça, c'est mauvais. C'était juste, regardons comment est-ce qu'on consomme ça. Puis, on en consomme depuis qu'on est vraiment jeune aussi, là, nos générations. Fait que c'est comme...
il y a plus de gens qui se posent des questions là-dessus sur c'est quoi notre relation avec ça qu'on s'est jamais questionné, c'est juste tout le temps là dans ta poche, mais c'est le fun de se questionner. Comme, tu sais, l'alcool ou peu importe, là, c'est, tu sais, finalement... Avec modération. C'est ça, si tu bois tous les soirs, ben, tu sais, tu dis, OK, tu sais, il y a peut-être de quoi. Peut-être que tu es en vacances ou peut-être que ça va, tu sais, ça cache d'autres choses ou peu importe. Fait que c'est de prendre le temps d'explorer tout ça. C'est ça, juste d'être conscient, tu sais, regarder Exactement. ça objectivement. Puis c'est ça l'état des choses. Puis c'est un constat. De se poser les bonnes questions. Exactement. Hey, merci d'être venu vous joindre à nous, vraiment. Oui, merci pour l'invitation. Si vous aviez un conseil à donner, quelque chose, un petit mot de la fin. Oui, c'est ça, un mot de la fin ou même, je sais pas, on parlait de photos tout à l'heure, enregistrées de lever, de coucher de soleil. Ou si vous aviez, à travers toute cette expérience-là que vous avez à travers vos études, ou ça serait quoi? Ben moi, je dirais que mon meilleur souvenir, c'est mon passage dans les Mille-Îles. Donc, lorsque tu entres dans le lac Ontario, donc il y a une petite place qui s'appelle les Mille-Îles où que c'est simplement magnifique. Il y a des châteaux sur des îles en plein milieu du lac. Puis avec le beau lever de soleil, c'est quelque chose que je vais me rappeler très, très longtemps. Wow. Je comprends. J'aimerais être dans ta tête et savoir quelle est cette image, c'est ça, de ton côté? Pour moi, ça serait se faire confiance puis oser. Là. J'ai un exemple, c'est il y a beaucoup de types de machinerie à bord. Il y en a une, c'est pour purifier, disons, le carburant. C'est assez complexe, il y a beaucoup de pièces, puis on l'apprend à l'école très théoriquement. Puis dans un stage, c'est comme, bon, Angie, tu vas prendre le lead, c'est toi qui vas tout démonter, faire l'entretien, remonter la machine. Sur le coup, tu fais « Oh, OK, tabarouette, je suis prête. » J'ai juste vu ça sur papier, mais là, c'est de se faire confiance puis d'oser. Puis en tout cas, ça a super bien été. Puis les gens étaient là « Ben voyons, t'en as fait plein d'autres avant. » Mais non, Donc, c'est ça, il faut se lancer. Oui, vraiment. Hey, merci de nous avoir partagé votre expérience. Là, vous repartez... Moi, je repars à l'automne prochain. Automne prochain, OK. Même chose. Même chose aussi à l'automne prochain. Fait que là, vous êtes dans la préparation de ce départ-là. Exact. Merci d'être venu nous partager votre expérience, de nous avoir beaucoup. livré votre expérience, puis une super belle continuité pour la suite. Salut tout le monde. On se revoit dans un prochain épisode de notre balado. Bye, Emilou, à la prochaine. À bientôt.